Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va analyser LVMH. Première capitalisation française, le fleuron du luxe, qui est Louis Vuitton et Moet Hennessy, donc LVMH. Vous en avez sans doute entendu parler si vous êtes un investisseur, on va analyser ça fondamentalement et techniquement. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils vendent ? À quasiment 49%, c'est la maroquinerie et les articles fashion. Ensuite, on va avoir tout ce qui est de l'ultra luxe, du selective retailing. Puis vient ensuite les montres et les bijoux à 12,5%. Et à la suite de ça, les parfums et les cosmétiques. Et une autre part assez significative, c'est les vins et les spiritueux. Donc ça va être très intéressant, notamment avec le contexte actuel. On verra ça plus tard. Et ensuite, il y a quelques 2% qui restent avec les autres compagnies qui le détiennent, puisqu'on verra que LVMH a également racheté pas mal de compagnies. Bon, jusqu'à là, vous deviez sans doute le savoir, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est ça. C'est l'exposition, la ventilation par pays. Où est-ce que LVMH vend le plus ? Eh ben, en premier, ça va être l'Asie, d'accord ? 31%, donc en dehors du Japon, et notamment en particulier la Chine. Et c'est pour ça que ça va être important pour la suite. Ensuite, les États-Unis, 25%, l'Europe sans la France, 16,5%, vient ensuite le Japon à 7,4%, la France également, donc vous voyez que c'est qu'une petite partie, 7,4%, et les autres pays, 12,3%. Donc il y a quand même une grosse partie Asie-États-Unis qui est vraiment une part significative, c'est vraiment des exportations. On va analyser, on va voir ce qui nous intéresse comme d'habitude, la structure du capital, surtout que là elle est assez intéressante, la santé financière, la croissance, la rentabilité et le return on invested capital puisque nous sommes investisseurs. En tout cas, moi je le suis. Alors on est parti, structure du capital. Contrairement à beaucoup de sociétés, LVMH ça reste une société familiale. Donc vous voyez qu'il n'y a que 50% des actions qui sont en circulation. Le reste est détenu par la famille de Arnault, par sa compagnie en fait, à 49%. Donc ça veut tout simplement dire qu'ils ont un pouvoir de décision qui est énorme. Personnellement, de base, je préfère quand il y a quasiment toutes les actions en circulation. Pour l'instant, la famille Arnault gère très bien, donc il n'y a pas de problème. Au niveau de sa structure, on voit qu'elle n'est pas très endettée, et sa taille, elle est à 386 milliards d'euros, aujourd'hui, donc le 9 juillet à 7h du matin. On va voir ça un petit peu plus en profondeur, donc la dette par rapport au free cash flow et aux liquidités, donc on voit qu'il y a quand même une part de dette qui est assez importante. Bon, ça reste pas du tout énorme, elle est pas du tout endettée, elle est complètement solvable, c'est pas le problème. Et ça s'expliquera notamment parce qu'il rachète pas mal de sociétés. C'est quand même assez important puisque c'est une entreprise qui du coup est très dépendante des taux d'intérêt. Alors forcément, quand il y a des hausses de taux, il va y avoir un impact. Évidemment pas tout de suite, dans l'économie ça met 1 ou 2 ans à arriver. Donc à peu près maintenant en fait, par rapport à la dernière hausse de taux d'intérêt des taux directeurs. Au niveau de sa croissance et de sa rentabilité, on voit qu'elle a une marge nette qui est assez intéressante, quasiment à 20%, bon un petit peu moins quand même, 17%, 17,5%, mais ce qui est très bien, mais ça c'est une particularité des entreprises de luxe qui fonctionnent bien, elles peuvent mettre des bonnes marges. On voit également que le revenu est en croissance, bon il y a eu des années Covid qui ont fait un petit peu mal, forcément, et on voit également que le revenu net est monté plus vite que le revenu. Proportionnellement bien sûr, mais tout simplement parce que la marge nette a augmenté. Donc ça c'est une très bonne chose également. Elle a vraiment un pricing power, elle a pu augmenter ses prix même avec l'inflation. Évidemment le luxe, l'inflation, ils s'en foutent complètement, faut être honnête justement. C'est un secteur qui ne connaît pas du tout l'inflation, 2-3% dans le luxe, ce n'est rien du tout. On va analyser les cash flows. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on peut pas trop déterminer grand-chose parce que c'est pas forcément constant, donc voilà, il n'y a pas de pattern. On voit juste qu'elle a un free cash flow toujours positif, mais il n'est pas forcément tout le temps en croissance. Notamment, j'ai mis l'accent dessus d'ailleurs avec cette petite photo, on voit qu'ils font pas mal d'acquisitions d'entreprises. En 2021, par exemple, on voit qu'il y a eu une grosse perte de cash liée aux activités d'investissement, mais tout simplement parce que ils ont acheté pour 13 milliards d'euros d'entreprises. D'accord, ils font pas mal d'acquisitions, pas forcément en France, il y a eu pas mal d'acquisitions en Italie par exemple, ou dans d'autres pays, donc c'est bien, ils continuent de se développer, mais forcément, si on regarde juste le graphique, eh bien ça fait des gros cash négatifs. Mais là, pour le coup, c'est une bonne chose, puisqu'on a vu que la marge a augmenté ensuite, donc c'était une bonne acquisition. Au niveau des dividendes, puisque LVMH verse des dividendes qui ne sont pas forcément énormes, mais bon, qui peuvent rembourser déjà le prix d'achat de l'action, par exemple, et qui sont à peu près constants. Bon bah forcément, là c'est les 7 dernières années, donc il y a le Covid au milieu, donc évidemment ils ont baissé les dividendes, mais ils en ont donné quand même, puisqu'il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas versé de dividendes pendant la crise. LVMH n'en fait pas partie. Un dividende qui est donc situé entre 1 et 2%. On va voir maintenant, est-ce que notre argent, donc l'argent des investisseurs, est bien investi, et on va voir également le nombre d'actions en circulation. Tout simplement, le rendement du capital investi, vous voyez qu'il est assez stable. Il se situe entre 16 et 20%, sauf en 2020 évidemment, ce qui reste très bien, ça reste très correct, c'est une bonne stabilité. Et au niveau des actions en circulation, alors regardez ce qui s'est passé, c'est que
avant 2020, ils rajoutaient des actions en circulation, donc ce qui diluait le capital, donc ce qui n'est pas bon pour les investisseurs, mais depuis 2020, ils ont tout simplement racheté des actions, et pas mal d'ailleurs, ce qui est une bonne chose, ce qui augmente le cours de l'action. Alors avec tout ça, mini conclusion, est-ce que c'est une société qui pourrait m'intéresser? Eh ben oui, hein, fondamentalement, on voit que elle a une belle croissance, elle sait dégager des marges, elle sait dégager des bénéfices, elle sait utiliser son argent à bon escient, et elle récompense les investisseurs. Donc juste à ce niveau-là, c'est très bien, hein. Si vous êtes pour du long terme, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas conseiller financier, faites ce que vous voulez, mais pour du long terme, si elle continue comme elle a fait les dernières années, c'est une bonne entreprise. Après, dans l'investissement, on n'est pas dans le passé, on est dans le futur. Alors, quelles vont être les possibilités de croissance? Dans les entreprises de croissance, justement, réduire ses coûts, c'est rarement le cas, hein, il faut le dire, hein, puisque les gens coûtent de plus en plus cher. En plus, là, on est en France, il va peut-être y avoir des nouvelles normes. Donc, c'est possible que les coûts augmentent, notamment les coûts de RH, la fiscalité également, donc réduire ses coûts, c'est non. Par contre, est-ce qu'ils vont pouvoir augmenter leur prix? Eh ben oui, hein, dans le luxe, il n'y a pas de limite, on peut toujours augmenter. Ça, c'est sûr. En plus, il y a de plus en plus de riches, donc de plus en plus de personnes qui ont accès au luxe, notamment dans les pays comme l'Inde et la Chine, qui représentent, vous avez vu, une grande partie déjà des revenus de LVMH. Conquérir de nouveaux marchés. Oui, également, hein, on a vu qu'elle faisait pas mal d'acquisitions d'autres entreprises, évidemment toujours dans le luxe, mais elle diversifie son offre en achetant d'autres sociétés d'autres pays qui fonctionnent aussi très bien. Comme c'est un expert sur le luxe, elle a son savoir-faire depuis des centaines d'années, puisque Louis Vuitton existe depuis 1854, donc c'est pas tout jeune, hein. Ensuite, augmenter les volumes de l'existant. Alors oui et non. En fait, il y a une grosse partie, justement, c'est ce que je vous disais qu'on verrait plus tard, c'est que là, il y a une grosse partie qui va pas très bien, c'est l'Europe. Non pas les ventes en Europe, qui elles ne représentent pas de soucis, mais par contre, la guerre commerciale que veut faire l'Europe avec la Chine. Alors c'est initié par les voitures électriques et par la fast fashion, sauf que le problème, c'est que ça va avoir une grosse répercussion sur le luxe, et notamment pour l'instant les spiritueux, puisque si on rentre en guerre commerciale avec la Chine, eh bien ils vont commencer à bloquer tout ce qu'on va exporter. J'ai toujours pas compris pourquoi l'Europe voulait faire ça, parce que franchement, quand on voit la balance commerciale, les importations par rapport aux exportations, on est ridicule, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que si la Chine commence à mettre des barrières à l'entrée, ce qu'ils ont déjà fait avec les spiritueux, hein, il fallait remplir des formulaires en chinois pour chaque bouteille exportée en Chine, donc autant dire que ça a complètement ralenti. Donc voilà, augmenter les volumes de l'existant, oui, mais attention, sur le court terme, il risque d'y avoir des petites tensions avec la Chine qui vont faire que l'augmentation des volumes au niveau de l'Asie risque de ne pas être extraordinaire sur les prochaines années. Et ensuite, redressement aux filiales non rentables, eh bien j'ai mis oui aussi, hein, puisqu'ils font plein d'acquisitions, plein de fusions, et elles ne sont pas toutes rentables. En tout cas, pas tout autant que le cœur de métier de LVMH. C'est une entreprise qui est tout le temps en constante évolution au niveau de ses marques. Donc voilà, j'ai mis oui, même si c'est pas ça qui va être vraiment le gros vecteur de croissance, hein. Allez, on va maintenant voir combien ça coûte tout ça. Quels sont ses ratios de valorisation? Au niveau du price earning, donc du ratio court-bénéfice, on est franchement pas mal, on est autour du price earning historique, donc 23. Il y a même eu des années où c'est monté beaucoup plus, hein. Bon bah 2020 par contre c'était ici, alors là j'ai pas mis les années, j'aurais dû. Mais 2020, forcément, le price earning était beaucoup plus élevé parce qu'il y a eu le Covid, donc ça a chuté ensuite. Mais ils se sont très rapidement repris. Et ensuite, les années d'avant, on voit que c'était autour de 20, entre 20 et 30. Ce qui est assez élevé, mais parce que c'est une entreprise de croissance, hein. Et là, il faudrait plutôt avoir le price earning to growth, donc le PEG, qui serait plus représentatif. Le problème, c'est qu'on prend la croissance actuelle et que la croissance actuelle n'est pas la croissance qui risque d'arriver dans les prochaines années. Donc, autant regarder le price earning avec ce qu'elle fait réellement. C'est pas vrai pour toutes les entreprises, mais c'est vrai pour celle-ci. Et ensuite, quand on regarde les ratios prix sur flux de trésorerie et ratios de la valeur de l'entreprise sur les EBITDA, et ben c'est pareil, on est dans les moyennes, donc on n'est pas survalorisé, on n'est pas sous-valorisé. Aujourd'hui, le cours, il est à un peu moins de 700, d'accord? Donc, c'est à peu près au prix historique. Ce qui va vraiment dépendre, ça va être évidemment la croissance future à court terme. Je dirais, pour faire très court, que ce n'est pas une bonne opportunité, que ce n'est pas une mauvaise opportunité qu'on est au prix. Tout dépend de ce que vous attendez dans l'investissement. Allez, on va d'ailleurs voir ça maintenant sur les graphiques. On va analyser avec Ishimoku, voir ce que nous dit le marché de manière graphique. Nous sommes ici en logarithmique, en monthly, donc chaque bougie représente un mois. Très rapidement, on voit que depuis 2009 exactement, on est en tendance haussière, d'accord? Donc ça a pris quasiment 3000%, donc ce qui est énorme, hein, depuis 2009. Et la tendance est haussière en monthly et n'est jamais redescendue, pour quelque temps d'ailleurs, sous la Kijun. On va regarder également ce qui s'est passé lors des crises. Donc en 2000, on a perdu environ 70%.
Donc c'est ça, hein, 70% juste après l'éclatement de la bulle d'Internet. Ensuite, 2008, on a perdu à peu près 60%, 56%, qui ont très vite été repris, hein. Entre le moment de la chute et la reprise, il y a eu environ 2 ans. Et depuis, on n'a eu que des crises qui étaient mineures, d'accord? On n'a pas eu de grosse crise, même 2020. Regardez, 2020, c'est assez intéressant parce que ils ont perdu à peine 36%, et c'était vraiment éclair puisque c'est remonté complètement, très rapidement, juste au-dessus de la Kijun et même de la Tenkan, et on est reparti complètement à la hausse. Là, on est maintenant à un endroit, on va zoomer un petit peu, où là, il y a un gros plat de Kijun, hein, qui est donc comme un plat de spaghetti, mais sans sauce. Non, n'importe quoi. Bon, il est un peu toast pour ça. Donc là, on a un gros plat de Kijun, donc c'est vraiment une valeur qui est très travaillée par les investisseurs. Ce plat de Kijun, tout simplement, on est dessus, hein, il est environ à 700 euros. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a eu une valeur qui a été également travaillée et rejetée plusieurs fois, c'est en gros le 900 euros, un peu moins, 880. On voit que ça a été travaillé 1, 2, 3, 4 fois, qu'on y est retourné une fois, et boum, on est redescendu à chaque fois. Donc pour l'instant, c'est pas prêt à passer. On voit un double top, hein, ça a été pas mal renvoyé. Donc si jamais le prix descend sous la Kijun, et que ça arrive très rapidement, la première grosse résistance, c'est 580, d'accord? Ça risque de remonter avant, hein, mais vraiment la grosse résistance, c'est 580. Si le prix descend à ce niveau-là, ça va être une très bonne opportunité d'achat. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas continuer de descendre, mais ce sera une très bonne opportunité pour le moyen long terme, hein, on est d'accord. On parle toujours d'investissement et non pas de trading. Là, on cherche juste à savoir quel est le meilleur point d'entrée. Mais je vous le dirai toujours à chaque fois, hein, une bonne analyse fondamentale, si l'entreprise est bien, si elle n'est pas complètement surévaluée, ce qui est le cas, le prix d'entrée importe peu. Vous pouvez d'ailleurs rentrer en plusieurs fois, et c'est comme ça va vous moyenner vos coûts. Et sur le long terme, ça changera pas grand-chose. Enfin, entre 580 et 880, il y a quand même une belle différence, hein. Allez, on voit ça maintenant en weekly, en semaine. Alors, en semaine, c'est pas la même chose. On n'est plus du tout dans une tendance haussière. On vient de rentrer en tendance baissière. On va voir si on rebondit juste là, hein, puisque regardez la lagging span, elle est juste ici, là. Donc sur la Tenkan, donc c'est possible qu'on va venir rebondir, et c'est possible que non aussi, hein, parce que d'ailleurs, regardez juste les cours, on est vraiment parti à la baisse, on vient de retâter le nuage, on est venu le retester, et on a rebondi vers le bas. En plus, en ce moment, on a quand même une grosse instabilité politique. Ce n'est pas fait pour améliorer les choses. Donc voilà, on est dans le début d'une tendance baissière. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de rebond. Et on n'est pas encore passé ici. La lagging span n'est pas encore complètement passée. Donc c'est un peu tôt pour prendre des décisions. Mais bon, donc c'est pas joli à voir non plus. Ensuite, pour être encore plus précis, on va aller voir en journalier. Donc en journalier, vous n'allez pas être comme moi exactement, puisque là, on est mardi matin, c'est pas encore ouvert la bourse. Et cette vidéo va sortir ce week-end, je pense. Donc voilà, ce sera pas exactement la même chose, mais regardez, là, on est complètement rentré en tendance baissière. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. On a traversé le nuage gentiment, la lagging span est passée aussi gentiment, donc voilà, très belle tendance baissière, à court terme en tout cas. D'ailleurs, on est exactement ici au moment du gap de l'annonce des résultats, hein, qui avait fait gagner 5%. Et regardez, on est pile au milieu là, on coupe en deux le gap, donc à mon avis là, il va être découpé. On va aller très rapidement en dessous. En plus de ça, si on regarde un petit peu juste avant, il y avait déjà un gap juste ici, hein, c'est vraiment une valeur qui n'intéresse pas les investisseurs. Ici, on était passé tout debout également. Donc vraiment, c'est pas une valeur qui intéresse, on risque de partir vraiment plus bas rapidement. Mais ce qui est possible aussi, c'est qu'on vient de rebondir un petit peu sur la Tenkan, sur la Kijun, et qu'on continue de baisser. À mon avis, ce n'est que mon avis, ce n'est que ce que nous disent Ishimoku. Rappelez-vous que ce n'est toujours que des statistiques, hein. C'est jamais fiable à 100%, évidemment, parce qu'il y a toujours un moment où il y a un retournement. Et rappelez-vous que c'est toujours un reflet de l'économie réelle. Ce n'est pas juste une charte, hein, c'est le reflet de l'économie. Donc forcément, s'il y a quelque chose qui change réellement, ça va se répercuter dans les cours, ça va se voir dans les cours. Mais pour l'instant, la tendance est baissière. Et si vous avez investi à plus de 800 euros, vous en êtes très conscient. Mais ça peut bien sûr aller beaucoup plus bas. Je dirais que en dessous de 580, ça m'étonnerait. Ou alors, ça serait un très bon point d'entrée. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une vision plus claire. Voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'analyser d'autres sociétés, je vais le faire. C'est juste que là, j'ai ma petite liste de prévues avec des entreprises qui sont un petit peu plus grosses pour que la communauté augmente, puisque si je vais directement avec des petites actions, ça va être plus compliqué de se faire connaître. Donc après, on pourra débattre à plus de monde si la communauté est plus grande. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up bien sûr si ça vous a plu, allez vous abonner. Et bon week-end à vous, et à plus pour une prochaine vidéo.